D'accord. Donc, la deuxième partie de ce cours, ça concerne toujours l'algorithme de naive Bayes et en particulier sa variante gaussienne naive Bayes. Et nous allons voir quand est-ce qu'on peut utiliser gaussienne naive Bayes et aussi comment l'utiliser, comment faire des calculs. Pardon. Et bien sûr, nous allons terminer par un exemple d'application et aussi montrer comment faire l'implémentation parce que c'est simple à faire. Alors, j'avais déjà montré dans la présentation précédente que il y a trois types d'algorithmes Bayes-Knife, à savoir Bernoulli, dans le cas où nous avons les attributs binaires, et gaussienne, normalement, on peut l'avoir une fois nous avons des attributs continus, mais qui peuvent avoir une distribution gaussienne. Donc, nous allons voir juste après qu'est-ce que ça veut dire une distribution gaussienne. Et aussi, on a un troisième type qui est multinomial naive Bayes. Alors, pour plus de détails, normalement, vous pouvez visiter ces liens qui sont en bas juste pour voir les différents détails concernant chaque algorithme ou bien chaque type d'algorithme. Alors, déjà, nous avons dit que le Gaussian naive Bayes, on peut l'utiliser une fois nous avons une distribution normale des attributs. Alors, c'est quoi une distribution normale? Bien sûr, déjà, il faut avoir une variable continue. Le cas ici, par exemple, de euh, la hauteur, d'accord, bien la taille. D'accord, et un ensemble d'attributs qui sont continus. Donc, déjà, la variable doit être continue. Et une distribution normale est un arrangement d'un ensemble de valeurs dans lequel la plupart des valeurs sont regroupées au milieu de la plage et le reste s'effilant symétriquement vers l'une ou l'autre extrémité. Bien sûr, par exemple, je ne sais pas ce que j'ai ici un exemple. Voilà, par exemple, pour le cas des étudiants, d'accord, on peut avoir 32 notes et toutes les notes, bien sûr, ils peuvent être autour de 0,75. C'est-à-dire ça, c'est la moyenne de la classe. Donc à partir de 0,75, ça c'est le milieu, d'accord, ça c'est le pic. Donc tout le monde peut, c'est-à-dire la plupart sont ici, mais à chaque fois on s'éloigne de 10,75. On peut le nombre réduit, d'accord? Donc ça c'est le pic et le nombre réduit jusqu'à avoir 0 étudiants qui sont proches de la note par exemple 20. La même chose ici, ça se descend jusqu'à avoir presque 0 ici. Donc ça, normalement, on dit que l'attribut note, il suit une distribution normale. Alors, dans ce cas, si nous avons une distribution normale d'un attribut continu, donc on peut calculer la fonction de densité de probabilité. Donc on peut, à la place de calculer la probabilité, parce qu'on ne peut pas calculer la probabilité de quelque chose ici, mais plus on calcule la densité de probabilité pour une valeur, par exemple, donnée. Alors, cette fonction qui est PDF, dans la formule, est la suivante. Donc, PDF de x égale à 1 sur 2, la racine carrée de 2 pi sigma carré, donc où sigma carré est la variance. Donc, exponentielle moins 1 demi, x moins la moyenne, d'accord, au carré sur la variance, d'accord, de notre colonne, ou bien notre vecteur. Donc, mu sur la moyenne, sigma est la déviation standard et sigma carré est la variance. Donc ça, je pense que vous l'avez déjà vu en statistique. Alors, quelques propriétés de la distribution gaussienne. Quand la moyenne est 0, d'accord, et la déviation standard est 1, on dit qu'il s'agit d'une distribution normale standard. Donc ce sont des cas particuliers. Donc on a cette propriété et aussi cette deuxième propriété pour la moyenne, et ça c'est pour la déviation standard. Donc on dit bien sûr qu'il s'agit d'une distribution normale standard, en général appelée distribution normale ou encore distribution gaussienne. D'accord? Dans ce cas, on parle de la distribution gaussienne. Ça c'est un exemple, d'accord, qu'on peut l'avoir pour le cas de notes. Bien sûr,
j'ai réalisé cet exemple-là, donc d'implémentation en Python juste pour avoir ce graphe. Donc, tout on calcule le PDF, bien sûr. Le PDF, il est quelque part, voilà. Donc, pour le calculer, il existe déjà une fonction PDF, donc dans cette bibliothèque-là qu'il faut l'importer. Statsnorm. Statsnorm, voilà. Non? Voilà, c'est ça. Stats, et après, vous allez mettre norm.pdf. Alors, maintenant, notre objectif, c'est à partir d'un dataset, bien sûr, classer un nouveau individu en utilisant Gaussian Naive Bayes. Alors, le dataset est le suivant, d'accord? C'est-à-dire, on peut le préparer de cette manière-là. Il y a 3 attributs, d'accord? 4 attributs plutôt, d'accord? C'est-à-dire, ça, c'est la classe plutôt. Ça, c'est la première, c'est la classe. C'est l'output. Ça, c'est les 3 attributs, features. Donc, j'ai préparé le dataset de cette manière-là. Donc, je peux isoler la partie features de la partie target. Et ensuite, on peut utiliser bien sûr un Python libraries pour faire la prédiction gaussienne. Gaussian naive Bayes. Alors, on a un dataset. Chaque individu est caractérisé par les attributs suivants et aussi une target qui est la classe. Les attributs sont de type contenu, tous les attributs. Donc ici, on parle de la distribution et pas de la probabilité ou bien la fréquence. La classe est soit mâle ou bien femelle. D'accord? Donc 0 pour mâle et 1 pour femelle. On veut classer un nouveau individu X. D'accord? Voilà. Ça, par exemple, c'est notre X. Tout ça, c'est notre X. On souhaite le classer en utilisant Gaussian Naive Bayes, sachant que X égale. Donc pour X1 égale à 6, X2 égale à 100 et X3 égale à 8. Alors ici, la standardisation dans ce type d'algorithme, normalement, n'est pas importante. D'accord? Parce qu'elle ne va pas influencer les calculs. Ce n'est pas comme le cas de KNN. Ou bien même le cas de réseau de neurones, parce que dans le réseau de neurones, on peut utiliser la multiplication par les XI pour mettre à jour les WI. Donc, certainement, cette multiplication-là va influencer sur les paramètres. Donc, il faut standardiser dans le cas de KNN et dans le cas de Neural Network. Et le cas ne se présente pas pour le cas de Bayes-Knife. Donc ça, c'était juste une petite parenthèse. Alors maintenant, Gaussian Naive Bayes algorithme est un type particulier, d'accord, de Naive Bayes algorithme, utilisé quand les attributs sont des valeurs continues, bien sûr, suivi une distribution gaussienne standard. Et on peut dire qu'un attribut, ça c'est la notation, d'accord? C'est une simple notation. Donc un attribut suit une normale distribution autour de deux choses. Donc il faut juste connaître, d'accord? Il faut juste connaître la moyenne et la, la variance, d'accord? Ça, d'accord, mu et sigma carré. Donc l'exemple, on va calculer la probabilité, parce que toujours la même chose, ça c'est en général, c'est relatif à Gaussian Naive Bayes en général. Dans l'objectif, il calcule la probabilité de CK sachant X, d'accord? Sachant que CK, il peut avoir soit mâle, soit femelle. Sachant que PCK sachant X, toujours on va utiliser la même formule. Donc PCK, la probabilité que X appartient à la première classe, ou bien à CK en général, égale à Px, sachant CK, fois PCK sur P de X. Donc ça, c'est la même formulation en général que nous avons vu tout à l'heure. Alors, mais maintenant, d'accord, il faut plus utiliser le Px. Comment calculer le Px sachant CK? Parce que la probabilité de CK, c'est simple à calculer. C'est juste le nombre de mâles, par exemple pour ce cas ici, la probabilité de mâles égale à 1, 2, 3, 4 sur 8. D'accord? Parce que j'ai 4, 4. Donc cette probabilité, c'est simple à calculer, PCK. Px, on n'a pas besoin de le calculer.
Donc le problème revient plus à calculer cette probabilité. Et cette probabilité, c'est toujours la même logique. Px, sachant ck égale à un produit, d'accord, des probabilités Px et ck. Alors, ici, en utilisant la distribution normale, parce que ici, je suis face à un attribut, d'accord? La probabilité de x, sachant ck, sachant que cet attribut-là suit une distribution normale. Donc ici, j'ai combien de xi? Si je reviens à l'exemple, j'ai le premier x1, d'accord? Ça, c'est x1. Ça, c'est x2. Et ça, c'est x3. D'accord? Donc, je vais avoir cette probabilité de x1 sachant C1 fois la probabilité de x2 sachant C1 fois la probabilité de x3 sachant C1. Donc, le problème revient à comment calculer la probabilité de x1 sachant C1. Parce que x1, c'est une variable continue, donc je vais utiliser le PDF. D'accord? Voilà, je vais utiliser le PDF. C'est exactement ça. Je vais utiliser la fonction de distribution. D'accord? Fonction de probabilité de distribution. Donc, qui est égal à 1 sur la même formule de pi sigma carré. Mais sigma carré relatif à quoi? Relatif à i. Ici, c'est l'attribut. D'accord? Ici, c'est l'attribut. Par exemple, si je suis dans Cx1, c'est la variance de C1, de X1 plutôt. C'est la variance de X1. Et relatif à CK. Et CK, c'est la classe. D'accord? On va voir avec l'exemple. Alors, aussi ici, par exemple, c'est X1. D'accord? Et la moyenne pour l'attribut X1, sachant que la classe 1. La même chose ici, cette valeur-là est la même que celle-là. Donc ici, le problème se résume à quoi, si vous avez remarqué? Alors, je reviens ici. Par exemple, le xi, ou bien le x1, par exemple, déjà égal à 6. D'accord? Égal à cette valeur. J'ai besoin aussi de la moyenne. Et j'ai besoin de la variance. D'accord? Donc, j'ai trois choses qu'il faut connaître. X1, la valeur, la moyenne et la variance. Donc, si je connais ces trois choses-là, je rappelle, regardez ici. J'ai besoin de X, j'ai besoin de la moyenne et j'ai besoin de la variance. Si je connais ces trois choses-là, je suis capable de calculer cette probabilité. Donc, le X, si je suis, parce que c'est un produit pour X1, donc j'ai X1, la moyenne de quoi? La moyenne 1, je vais dire la moyenne 1 et sigma carré 1. Sigma carré 1. J'ai besoin de X2, la moyenne 2 et la variance 2. J'ai combien de colonnes? J'ai 4 colonnes. Donc, la première colonne, j'ai besoin de ces trois valeurs. La deuxième colonne, j'ai besoin de ça. Et la même chose pour X3 et aussi X4. D'accord? Et je connais toutes ces choses-là, sachant que X1 égale à combien? X1 égale à 6, X2 égale à 100, X3 plutôt, j'ai que trois attributs. 1, 2, 3. J'ai trois attributs. D'accord? Et X3 égale à 8. La moyenne 1,
c'est tout ça, la somme de tout ça, divisé par 8. La déviation standard, ou bien plutôt la variance, normalement, c'est à calculer à partir de la moyenne et des xi. Donc, c'est une formulation, c'est simple à calculer si je connais la moyenne. Aussi, ça c'est pour 1, d'accord? Donc, je peux calculer aussi la variance. La même chose pour x2. Pour x2, j'ai 130. Sa moyenne, c'est la somme de ses enregistrements ou bien ses valeurs sur 8. Et la variance, c'est la même chose. Et la même chose pour full size. Donc, je reviens ici. On a besoin juste de la moyenne et de la variance pour chaque attribut. Et c'est tout. Donc, je calcule la moyenne et la variance de chaque attribut. Je peux calculer la distribution, la fonction de distribution, d'accord, de probabilité. Voilà. Alors, bien sûr, sans oublier que je vais calculer la probabilité de mâle sachant x et la probabilité de femelle sachant x qui est égale à exactement ça. D'accord? Fois P mâle sur Px. Ça, c'est déjà connu. D'accord? Je vais aussi calculer ça fois ça, sachant que ça, c'est déjà connu. Alors, maintenant, P de mâle. P de mâle égale à combien? 4 sur 8. C'est connu. C'est simple. 4 sur 8. D'accord? De la probabilité de femelle égale à 4 sur 8. Maintenant, P de xi, sachant ck, on a la formule. Donc, P de mâle, sachant x, d'accord? P de mâle, c'est 0,5. P de height, sachant mâle, égale à 1 sur toujours la même formule, 2 pi sigma carré de height de mâle. 6, regardez le 6 moins. Le 6, c'est celui-là, parce que c'est le x. Parce que dans la formule, il y a x moins. Moins la moyenne de height pour mâle. C'est-à-dire la moyenne de ces valeurs-là. Tout à l'heure, peut-être j'avais dit la moyenne de tout ça, mais non. La moyenne de la hauteur uniquement pour le cas de classe égale à 0. Donc la moyenne de cette partie-là. Aussi pour weight, sachant mal, la même chose. Donc j'ai besoin de la moyenne et la variance de cette partie-là. La même chose ici, la moyenne et la variance. La même chose ici, la moyenne et la variance. Donc on peut les calculer ici pour chaque. Je vais vous montrer le calcul tout à l'heure. Alors, le plus important, P mal sachant X, c'est ça. D'accord? Égal à ça, fois ça, fois ça, fois ça, c'est la formule. Sachant que cette partie-là, voilà la formule. La deuxième partie, voilà la formule, et ainsi de suite. Pour P femelle sachant X, la même chose. Donc, la même chose, la même logique. Donc, ici, c'est toujours 6. Mais ici, c'est la moyenne de height et femelle. Donc, c'est cette partie-là. Et la variance de height femelle, c'est la variance de cette partie-là. Voilà, donc ici, on va utiliser, il y a deux types de variance. Il y a simple variance, il y a population variance. Nous, on va utiliser cette variance, la simple variance. C'est la seule différence, c'est ici, on divise par n-1 et ici, on divise sur n. D'accord? Donc, ici, on va utiliser cette partie-là. 1 sur n-1. Ça n'empêche que dans autre exemple, vous pouvez trouver des gens qui utilisent dans le calcul cette partie-là. D'accord? Nous allons utiliser ça pour calculer la variance. Alors, calculer la moyenne pour m, pour l'attribut height, donc c'est la somme de ces enregistrements-là, sur 4, vous allez trouver cette valeur. C'est-à-dire 6 plus
5,92 plus 5,58 plus 5,92, le tout divisé par 4, ça va donner cette valeur. La même chose pour féminin, 5 plus 5,5 plus 5,42 plus 5,75, le tout divisé par 4, ça donne cette valeur. La même chose pour weight et foot size. D'accord? Donc, on a trouvé la valeur de chaque attribut. Ensuite, la variance, d'accord? Il suffit d'utiliser le X, d'accord? Le sigma de X. D'accord? Le sigma de X, c'est-à-dire 6 moins 5,855 plus 5,92 moins ça au carré, plus ça, moins ça au carré, plus ça, moins ça au carré, sur n moins 1, c'est-à-dire sur 3, ça va vous donner cette valeur. D'accord? La même chose pour weight et foot size. Finalement, j'ai trouvé la moyenne et j'ai trouvé la variance, d'accord? Simple variance en particulier pour chaque attribut. Soit pour masculin ou bien pour... Non, ça c'est la moyenne de M, d'accord? Et ça, c'est la moyenne de F. Tout à l'heure, peut-être, j'avais dit l'inverse, c'est pas grave. Et ici, c'est la variance, d'accord? C'est ici la variance de M. Et ici aussi la variance de F. Et ce, pour chaque attribut. Maintenant, j'ai toutes les valeurs possibles qui vont m'aider à faire des calculs. Alors maintenant, pour p height sachant mal, et si je vais faire tous les remplacements qu'il faut, d'accord, je vais trouver cette valeur. Pour p weight sachant mal, je vais trouver cette valeur. Et pour p foot size sachant mal, je vais trouver cette valeur. Finalement, c'est quoi le p mal sachant x? C'est ça fois cette valeur qui va donner ça, d'accord, sur P de x. Ce n'est pas la peine de calculer P de x, c'est un dénominateur qu'on va utiliser par la suite. Donc finalement, j'ai ces valeurs-là, je les placées ici. La même chose pour, d'accord, P femelle sachant x. Donc je vais avoir ces valeurs. Donc finalement, je peux faire les deux calculs. P mâle sachant x et P femelle sachant x. Je vais trouver les valeurs qu'il faut, sachant que les deux sont divisés sur P de x. Donc, quelle est la valeur la plus grande? C'est celle-là. Femelle. C'est femelle. Donc, selon ces valeurs-là, d'accord, et selon cet historique, on a pu classer notre x à la classe femelle. Ça, ce n'est qu'un détail si vous voulez calculer le P de x. D'accord? Et ça, je pense, c'était l'année avant-dernière, j'avais proposé voilà, cette implémentation. D'accord? Donc, c'est-à-dire from scratch. C'est simple à... Donc, vous pouvez déjà calculer, d'accord? Voilà, ça, c'est une quai de calcul. C'est-à-dire les probabilités de chaque classe. Vous voyez ici? Parce que c'est quoi les objectifs si vous voulez faire l'implémentation? L'objectif, c'est déjà calculer les probabilités de chaque classe. P femelle et P mâle. Donc, il faut développer une fonction qui calcule la probabilité des classes. Il faut lui passer Y, tout simplement. C'est normal de lui passer Y. D'accord? Parce que on se base sur les CI. C'est mâle ou bien femelle. Donc, je passe cette colonne. D'accord? Toute cette colonne-là. Et voilà, ça, il va me retourner ici, P classes. Regardez, c'est général déjà. D'accord? C'est général. Parce qu'il faut trouver le nombre de
de classe. D'accord? Parce que vous allez utiliser un dictionnaire qui va vous permettre de retourner, par exemple ici, il va retourner F et M. D'accord? Et ensuite, il va calculer le nombre relatif d'accord, pour chaque, euh, pour chaque case, soit F, soit M. Il va calculer finalement les probabilités. F avec sa probabilité et M avec sa probabilité. Ça, c'est la première fonction. La deuxième fonction, bien sûr, c'est la, la, la moyenne et la variance, peut-être ici en même temps. Voilà, la moyenne et la variance. D'accord? Je vais calculer la moyenne et la variance des datasets. Donc, il faut suivre juste ce problème-là. D'accord? Et ensuite, vous allez avoir les valeurs M et V. Et comme ça, vous avez fait une fonction qui calcule les probabilités. Ça, c'est step 2. Step 3, normalement, c'est voilà les probabilités de la multiplication. D'accord? Donc ça, c'est PCF. Il faut retourner les classes features. D'accord? Et vous allez faire une multiplication, d'accord, des produits qui va vous retourner en fait des probabilités comme ça, sous cette forme-là. Il va vous retourner ça exactement. D'accord? Ces valeurs. Il va vous retourner deux lignes et trois colonnes. Et dans chaque cellule, il y a une valeur qui représente cette probabilité. Exactement, c'est ça. Mais ça, c'est général. D'accord? Il faut juste analyser l'algorithme pour trouver les. Et bien sûr, la dernière chose, c'est calculer la probabilité par classe. D'accord? C'est-à-dire PCI sachant ou bien P femelle sachant X. C'est exactement ça. Il va retourner deux probabilités. Donc le I ici va avoir 0 et 1. Et voilà. Donc ça, on parle des avantages et des inconvénients. Donc les avantages, le classifieur naive Bayes est souvent utilisé dans les sentiments, spam filtering, recommendation systems, même ça il est utilisé, text classification, etc. C'est un classifieur rapide, on a dit tout à l'heure, point d'interrogation, d'accord? Facile à implémenter, vous voyez, c'est simple à implémenter selon le programme suivant. Scalable, d'accord? Alors, plus la taille normalement augmente, d'accord, je peux faire, c'est-à-dire la programmation parallèle pour accélérer l'exécution. Un classifieur capable d'apprendre sur la base de données de petite taille, donc ça on l'avait discuté tout à l'heure, et un classifieur utilisable, d'accord, utilisable pour des données à grande dimension aussi. Ah, donc ça, finalement, il faut, euh, il faut s'assurer de ça. Alors, l'inconvénient, dans plusieurs cas, les caractéristiques dépendent les uns aux autres. Ceci peut entraver sa performance. Alors ça, déjà, ça contredit le fait que, ou bien c'est pas ça contredit, parce que nous avons naive bias. Naive bias. Et le naïf, normalement, il est naïf, pourquoi? Parce que il part sur la règle qui dit les variables ne sont pas indépendantes. D'accord? Mais en général, dans la vie réelle, les variables peuvent être dépendantes. Si on revient même relatif à cet exemple-là, par exemple, ça c'est femelle ou bien mâle. On a utilisé naive Bayes et on a considéré l'indépendance entre les attributs. Par contre, on peut trouver une dépendance entre, par exemple, la pointure, la taille de la pointure, relatif à la taille. D'accord? C'est-à-dire plus que je peux trouver une. D'accord? Ça, c'est la dépendance. Si vous allez faire l'analyse PCA ou bien la covariance, le calcul de la covariance pour trouver la dépendance, d'accord? La dépendance entre le foot size et height. C'est-à-dire si vous allez trouver ce genre de, d'accord, par exemple, elle a cette forme,
c'est-à-dire les deux attributs foot size et le height, ils sont dépendants. Et c'est le cas ici. Donc cette variable dépend de celle-là. Donc, ne sont pas indépendants. Par contre, Naive Bayes, il considère que les variables sont indépendantes. Pour pouvoir appliquer la règle de début, normalement, c'était la règle, ça, sachant que le A et B sont indépendants. Normalement, elle doit être notée. D'accord? Sinon, donc, si vous allez rechercher sur Internet, Naive Bayes, voilà, je vais mettre directement Naive Bayes. Naive Bayes, c'est un algorithme de supervision utilisé pour la classification. Il est particulièrement utile pour les problématiques de classification. Naive Bayes classifie sur base de la théorie de Bayes. Ce dernier est classique de la théorie des probabilités situées fondée sur les probabilités qui sont conditionnelles. Je cherche indépendant. Calculons, sachant que... Voilà. Donc, pour contourner l'application du théorème du Bayes, d'accord, sur plusieurs variables rend le calcul complexe. D'accord. Pour contourner cela, une approche consiste à prendre en considération ces variables indépendamment les unes des autres. D'accord. Sinon, c'est un calcul complexe. Il s'agit d'une hypothèse forte. Donc déjà, on suppose que les variables sont indépendantes. Donc le théorème, bien le classifieur Naive Bayes, il base sur cette proposition. Alors voilà, ça c'est normalement la fin de cette deuxième partie. Donc, je ne sais pas ce que j'ai ici un exercice. Donc j'ai normalement un exercice relatif à ça. Mais avant ça, je reviens vers vous si jamais vous avez des questions.